Dans l'Europe médiévale, l'obscurité pesait encore lourdement contre les murs d'un monastère bénédictin lorsque le premier son rompit le silence. Non pas le carillon d'une horloge ou le bip d'une alarme, mais le tintement lent et résonnant d'une cloche se répercutant dans la campagne d'avant l'aube. À l'intérieur des froids couloirs de pierre, les moines s'éveillaient de leur bref sommeil, enfilant de rudes robes de bure par-dessus leur tête, tandis que les flammes des bougies vacillaient dans les courants d'air. Ils avaient peut-être dormi 3 heures depuis leur dernier office, et il était maintenant temps pour les matines, la prière au cœur de la nuit. Comment le savaient-ils? Comment les gens du Moyen Âge suivaient-ils le passage des heures dans un monde sans écran numérique, sans montre-bracelet, sans la présence constante du tic-tac du temps que nous tenons pour acquise? La réponse révèle un paysage d'une ingéniosité remarquable, qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur ce qu'on appelle l'âge sombre. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 méthodes ingénieuses de mesure du temps sur lesquelles les gens du Moyen Âge comptaient avant la diffusion des horloges mécaniques. Nous voyagerons des plus humbles traits gravés sur les murs des églises, aux instruments astronomiques sophistiqués valant plus cher que des livres, de l'eau s'écoulant à travers des mécanismes byzantins aux bougies, brûlant dans des lanternes anglo-saxonnes, du sable tombant sur des navires secoués par la tempête à la révolutionnaire horloge éléphant islamique qui a stupéfié le monde. En chemin, vous apprendrez comment le temps lui-même était fondamentalement différent dans le monde médiéval, flexible, lié au rythme de la nature et de la liturgie, variant de village en village et de saison en saison. Vous rencontrerez des moines dont la vie tournait autour de 8 services de prière quotidiens, des bergers portant des cadrans solaires cylindriques dans les Pyrénées, et des astronomes islamiques calculant les heures de prière avec des instruments qui ne seraient pas surpassés avant des siècles. Cette exploration remettra en question l'idée que les gens du Moyen Âge vivaient dans une confusion primitive au sujet du temps, révélant au contraire un monde de solutions diverses et sophistiquées, adaptées aux différentes classes sociales, aux lieux géographiques et aux besoins pratiques. L'approche médiévale de la mesure du temps n'était pas simplement une version inférieure de ce qui a suivi. C'était une conception entièrement différente de la manière dont les humains se rapportent au passage du temps. Une conception qui valorisait la synchronisation de la communauté plutôt que la précision individuelle, les rythmes naturels plutôt que les mathématiques abstraites et la signification spirituelle plutôt que l'efficacité commerciale. Notre voyage commence au niveau le plus humble, avec le plus simple dispositif de mesure du temps que l'Europe médiévale ait jamais produit. Imaginez le mur exposé au sud d'une petite église paroissiale, peut-être dans la campagne anglaise au cours du Xe siècle. Gravé grossièrement dans la pierre, si grossièrement qu'on pourrait presque les prendre pour des rayures aléatoires, une série de lignes rayonnent à partir d'un point central. Sortant d'un trou à ce centre se trouve une courte cheville de bois, ressortant à angle droit du mur. C'est un cadran de messe, aussi appelé cadran à graphite, et environ 3000 d'entre eux ont été recensés rien qu'au Royaume-Uni, témoins silencieux de la façon dont les gens ordinaires du Moyen Âge suivaient le temps pour les offices religieux. La conception pourrait difficilement être plus simple. À mesure que le soleil se déplace dans le ciel d'est en ouest, l'ombre projetée par cette cheville de bois, appelée un gnomon, se déplace sur les lignes rayonnantes gravées dans la pierre. Chaque ligne marque une heure d'office différente, les divisions de la journée où la communauté se rassemblait pour la prière. Ce n'étaient pas des heures précises au sens moderne. Les cadrans de messe médiévaux marquaient ce qu'on appelait le temps variable, des moments liturgiques qui se déplaçaient avec les saisons. Le même trait sur la pierre pouvait indiquer une heure moderne différente en hiver qu'en été car, comme nous le découvrirons plus tard, les heures médiévales elles-mêmes
changeait de durée tout au long de l'année. La création d'un cadran de messe ne nécessitait aucune formation spécialisée ni matériaux coûteux. N'importe qui avec un ciseau ou même une pierre tranchante pouvait graver des lignes dans la pierre, et n'importe quel petit morceau de bois pouvait servir de gnomon. Cette accessibilité les a rendus omniprésents dans toute l'Europe médiévale, de la plus grande cathédrale à la plus humble église de village. Ce qui rend ces cadrans de messe si importants sur le plan historique, c'est leur pure et simple accessibilité. Alors que les riches monastères pouvaient posséder des horloges à eau et des astrolabes, pratiquement chaque église paroissiale de l'Europe médiévale avait son cadran de messe. L'église saxonne d'Escombe, dans le comté de Durham, datant d'environ 700 de notre ère, porte encore l'un de ces anciens instruments de mesure du temps. Un autre exemple à l'église Saint Andrew de Bishopstone, dans le Sussex de l'Est, porte le nom Eadric, faisant probablement référence au roi du Kent, qui a régné de 685 à 686. L'aspect remarquable des cadrans de messe est leur persistance. Tout au long des 14e et 15e siècles, alors même que des horloges mécaniques élaborées commençaient à apparaître dans les tours des cathédrales et sur les places des villes, ces simples cadrans à graphite continuaient d'être gravés et consultés. Certains exemples plus tardifs ont même évolué pour devenir des cercles complets, tentant de rivaliser avec les nouvelles horloges mécaniques de 24 heures, bien qu'ils aient conservé leur principe de base de mesure de l'ombre. Pendant la majeure partie de la période médiévale, le cadran de messe a servi un objectif que les instruments sophistiqués ne pouvaient pas remplir. Démocratiser la mesure du temps pour le commun des mortels qui ne posséderaient jamais un appareil coûteux, rendant l'appel à la prière accessible même aux paysans illettrés qui ne pouvaient pas lire un cadran d'horloge, mais pouvaient facilement observer une ombre se déplaçant sur la pierre. Ces gravures dans la pierre représentaient quelque chose de profond sur le temps médiéval. Il était communautaire plutôt qu'individuel, religieux plutôt que commercial, approximatif plutôt que précis. Lorsqu'un paysan travaillant dans les champs voisins jetait un coup d'œil au mur de l'église et voyait l'ombre approcher de la ligne de sexte, il savait que la prière de midi approchait. La mesure était approximative, variant peut-être de 15 ou 20 minutes selon la couverture nuageuse et la saison, mais elle était suffisante pour un monde qui ne concevait pas encore de planifier des rendez-vous à la minute près. Mais que se passait-il quand on avait besoin de connaître l'heure loin des murs des églises? Pour le voyageur, le marchand ou le berger médiéval menant ses troupeaux à travers des collines lointaines, le cadran de messe fixe n'offrait aucune aide. Ce défi a stimulé le développement d'appareils de mesure du temps portable, et parmi les plus ingénieux se trouvait le cadran de berger, un cadran solaire cylindrique qui pouvait être suspendu à une corde et voyager partout où son propriétaire allait. Imaginez tenir un cylindre de la taille d'une lampe de poche moderne, fait de bois ou d'os, avec un gnomon en forme de couteau ressortant perpendiculairement de son côté. Cet instrument portait plusieurs noms, le cadran de berger, le cadran cylindrique, le cadran pilier ou le cylindre. Le principe était d'une simplicité élégante. Suspendu verticalement à une ficelle, la surface du cylindre portait des marques pour différents mois et jours. Il fallait tourner le gnomon pour l'aligner au-dessus de la date actuelle, puis observer où l'ombre tombait sur l'échelle. Contrairement à la plupart des cadrans solaires qui mesuraient l'angle de l'ombre du Soleil, cet appareil astucieux mesurait la longueur de l'ombre, qui changeait de manière prévisible tout au long de la journée. Certains cadrans de berger étaient creux, permettant au gnomon de se replier à l'intérieur lorsqu'il n'était pas utilisé. La plus ancienne description détaillée provient du moine bénédictin du XIe siècle, Hermann de Reichenau, qui l'appelait un cylindrus horarius.
Pourtant, le concept remontait à la Rome antique, démontrant comment les artisans médiévaux adaptaient les connaissances classiques à des fins pratiques. Ce qui distingue vraiment le cadran de berger, c'est son contexte social. Ces instruments servaient d'alternative abordable aux coûteux appareils astronomiques possédés par les érudits et la noblesse. Alors qu'un professeur d'université pouvait posséder un astrolabe coûteux valant 1 mois de salaire ou plus pour un artisan qualifié, un berger rural pouvait acquérir un simple cadran cylindrique en bois pour une fraction de ce prix. Les preuves archéologiques et les sources documentaires suggèrent que ces instruments pratiques étaient répandus dans toute l'Europe médiévale, en particulier dans les régions agricoles où les gens avaient besoin de coordonner leurs horaires de travail, mais n'avaient pas accès aux cloches des églises ou aux horloges des villes. Dans les Pyrénées, ces cadrans solaires cylindriques ont continué à être utilisés comme alternative bon marché aux montres de poche jusque dans les années 1920, un témoignage de leur fonctionnalité durable. Lorsqu'une solution traditionnelle fonctionne de manière fiable pour un but spécifique, donner l'heure approximative à l'extérieur pendant la journée, il y a peu de raisons de l'abandonner simplement parce qu'une technologie plus sophistiquée existe ailleurs. Les gens du Moyen Âge n'étaient pas primitifs d'utiliser de tels appareils. Ils étaient pratiques, employant des outils appropriés à leurs besoins réels et à leur situation économique. Cela nous amène à une idée essentielle sur la mesure du temps au Moyen Âge. Différentes classes sociales et professions nécessitaient différents niveaux de précision et possédaient différentes ressources pour y parvenir. Un berger avait besoin de savoir à peu près quand ramener son troupeau au bercail avant la tombée de la nuit. Un marchand voyageant entre les villes avait besoin d'estimer les temps de trajet et de planifier ses arrivées au marché. À ces fins, le cadran de berger portable offrait une précision suffisante sans exiger les dépenses ou l'expertise requise par des instruments plus élaborés. Le monde médiéval fonctionnait simultanément sur plusieurs systèmes temporels qui se chevauchaient, chacun adapté à des contextes et des communautés particuliers. Pour ceux qui voyageaient en mer, la mesure du temps basée sur l'ombre présentait des défis distincts. Le mouvement constant de balancement d'un navire, le changement de latitude et les exigences de la navigation nécessitaient un instrument portable plus sophistiqué. Voici la navicula, du latin pour « petit navire », un cadran solaire littéralement en forme de navire, représentant l'une des solutions les plus élégantes à la mesure du temps mobile dans le monde médiéval. Selon John Wetham Stede, abbé de St. Albans, décédé en 1465, la navicula a été inventée par un moine de l'abbaye de Glastonbury en Angleterre. Toutes les naviculas médiévales survivantes et les manuscrits les décrivant proviennent d'Angleterre, ce qui suggère fortement une invention anglaise. La navicula mesurait le temps en déterminant l'altitude du Soleil au-dessus de l'horizon. Un curseur portant un fil à plomb pouvait glisser le long d'un mât jusqu'à la bonne latitude. L'utilisateur visait le Soleil à travers des trous à chaque extrémité du pont du navire, et le fil à plomb marquait l'heure sur une échelle, donnant une lecture précise quelle que soit la saison. Contrairement au cadran solaire plus simple, la navicula était véritablement universelle, réglable pour n'importe quel lieu et n'importe quelle saison. Les applications pratiques pour les marchands et les voyageurs médiévaux deviennent claires lorsque nous examinons les naviculas survivantes du 15e siècle. Beaucoup portent des listes de villes et leurs latitudes correspondantes gravées sur l'instrument lui-même, une version médiévale d'un système de coordonnées GPS. Un marchand voyageant de Londres à York puis à Édimbourg pouvait ajuster sa navicula à chaque endroit, maintenant une mesure du temps précise tout au long de son voyage. Cette portabilité et cette adaptabilité rendaient l'instrument particulièrement précieux à une époque où les voyages longue distance augmentaient,
mais où le temps normalisé n'avait pas encore été établi entre les régions. L'histoire de la navicula illustre également les réseaux d'érudits interconnectés de l'Europe médiévale et la surprenante mobilité des connaissances à une époque que nous imaginons souvent comme isolée et provinciale. Au début du 15e siècle, un manuscrit décrivant l'instrument voyagea d'Angleterre à Vienne, où il fut rebaptisé Organum Ptolémei, l'instrument de Ptolémée, lui conférant l'autorité de l'Antiquité classique. Là, le mathématicien Georg von Purbach, qui vécut de 1423 à 1461, l'étudia et le redessina, améliorant sa précision et sa facilité d'utilisation. Sa version améliorée fut imprimée par le célèbre astronome Regiomontanus en 1476, diffusant la connaissance de l'appareil dans les cercles savants de toute l'Europe. Ce qui avait commencé comme un outil pratique pour les voyageurs anglais évolua en un objet d'étude et de raffinement savant, démontrant comment les innovations médiévales traversaient à la fois les frontières géographiques et sociales. Pourtant, nous devons noter une limitation importante. Bien que les naviculas fussent certainement portables et réglables, les preuves suggèrent que les voyageurs médiévaux ne les emportaient pas couramment lors de voyages réels avant la fin du 15e siècle. La plupart des exemples semblent avoir résidé dans des cabinets d'études et des bibliothèques, servant à des fins savantes et pédagogiques plutôt qu'à une orientation pratique. Cela nous rappelle que les dispositifs de mesure du temps médiévaux avaient souvent de multiples fonctions, pratiques, pédagogiques et même symboliques, simultanément. La navicula représentait la maîtrise du temps et de l'espace, la connaissance des mathématiques et de l'astronomie, le lien avec l'érudition classique et la capacité à naviguer sur des territoires à la fois physiques et intellectuels. Ces méthodes basées sur l'ombre partageaient un défaut fatal. Elles étaient inutiles la nuit ou par temps nuageux. Pour les monastères médiévaux maintenant des horaires rigoureux de 8 services quotidiens, cela posait un sérieux problème. La solution résidait dans une technologie ancienne adaptée aux besoins médiévaux. L'horloge à eau, connue sous son nom grec, la clepsydre. Les horloges à eau représentaient certains des plus anciens instruments de mesure du temps non dépendants de l'observation céleste. L'un des plus anciens exemples a été découvert dans la tombe du pharaon égyptien Amenhotep Ier, enterré vers 1500 avant notre ère. Les monastères médiévaux, en particulier du 8e au 14e siècle, ont largement utilisé les horloges à eau pour réguler leurs heures canoniales. La technologie fournissait une mesure du temps fiable, indépendamment des conditions météorologiques, résolvant le problème crucial de savoir quand se lever pour les prières bien avant l'aube. Pourquoi les monastères avaient-ils besoin d'une telle précision? Les communautés de moines bénédictins et cisterciens suivaient des routines strictement ordonnées. 7 services de jour plus un service de nuit. La ponctualité avait une signification religieuse. Les chrétiens médiévaux croyaient que la prière simultanée renforçait la puissance de leurs requêtes à Dieu. Lorsque les moines de toute la chrétienté priaient le même office au même moment, leur voix s'unissait en un hymne de louange continu. Manquer l'heure appropriée n'était pas seulement une erreur d'horaire, c'était un échec spirituel. Le mécanisme d'une horloge à eau de base était simple. Un bassin rempli d'eau contenait un bol flottant avec un petit trou soigneusement percé en son centre. L'eau s'écoulait régulièrement du bassin dans le bol à un rythme contrôlé. À mesure que le bol se remplissait, il finissait par couler, déclenchant un mécanisme, peut-être une cloche ou un gong, pour sonner l'heure. Des versions plus sophistiquées incorporaient plusieurs bols ou des séries complexes de récipients, leur permettant de marquer plusieurs intervalles avant de devoir être remplis et réinitialisés.
Le défi consistait à maintenir un débit d'eau constant malgré les changements de pression de l'eau à mesure que le bassin se vidait et les variations de température qui affectaient la viscosité de l'eau. Vers l'an 1000 de notre ère, une avancée significative s'est produite. L'invention des horloges à eau à sonnerie qui faisaient tinter des cloches automatiquement aux heures canoniales, appelant la communauté à la prière sans nécessiter qu'un préposé humain surveille constamment l'appareil. Ces mécanismes élaborés furent installés dans les clochers des cathédrales, des monastères et finalement des places de ville, leurs cloches devenant le paysage sonore de l'Europe médiévale. La technologie intégrait des innovations de Byzance, de Syrie et de Mésopotamie, des engrenages segmentaires et épicycloïdaux complexes, des roues à aubes et même des éléments programmables qui permettaient à l'appareil de s'ajuster aux différentes périodes de l'année. Quelle était la précision de ces horloges à eau? Les sources contemporaines suggèrent qu'elles étaient plus précises que les premières horloges mécaniques qui ont commencé à apparaître vers 1300. Ces horloges mécaniques primitives n'avaient même pas d'aiguille des minutes. Elles ne mesuraient que les heures et les mesuraient de manière imprécise. Les horloges à eau, affinées par des milliers d'années d'utilisation à travers de multiples civilisations, pouvaient marquer le temps avec une constance raisonnable, bien qu'elles n'aient jamais atteint une précision comparable aux normes modernes. Les changements de température, l'évaporation, les dépôts minéraux dans l'eau et le besoin d'un entretien constant introduisaient tous des sources d'erreurs. Néanmoins, pour l'usage auquel elles servaient, s'assurer que les moines se réveillaient pour les prières et que les communautés se rassemblaient pour les offices à peu près au bon moment, elles ont fonctionné de manière adéquate pendant des siècles. La domination de l'horloge à eau dans la mesure du temps médiéval a persisté jusqu'à ce qu'une technologie supérieure la remplace finalement. L'horloge à pendule. Lorsque Christian Huygens a inventé l'horloge à pendule en 1656, cela a marqué un tournant qui mènerait finalement à l'obsolescence des horloges à eau, bien que la transition ait été progressive. Jusqu'à ce moment, pour les communautés religieuses et certaines institutions laïques, l'eau s'écoulant à travers des mécanismes soigneusement conçus est restée l'instrument de mesure du temps à la pointe de la technologie, un témoignage de la solidité fondamentale du principe ancien. Tandis que les monastères européens affinaient les horloges à eau pour leurs besoins, le monde islamique portait la technologie à des sommets de sophistication qui ne seraient pas surpassés avant la Renaissance. Au XIIe siècle, les ingénieurs islamiques développaient les plus belles horloges à eau que le monde ait jamais vues, et le travail d'un homme illustrait cette maîtrise. Al-Jazari, dont l'horloge éléphant est l'une des réalisations les plus remarquables de l'ingénierie médiévale. Al-Jazari était un polymathe musulman qui a vécu de 1136 à 1206 sous la dynastie des Artuqides de Jazira, une région de Mésopotamie. En 1206, il a achevé le livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux, décrivant 50 dispositifs mécaniques avec des instructions de construction détaillées. Parmi ces merveilles, l'horloge éléphant est peut-être devenue sa création la plus célèbre. Le mécanisme de chronométrage de l'horloge éléphant était basé sur un bassin rempli d'eau caché à l'intérieur du corps de l'éléphant. Un bol profond flottait dans cette eau, avec un petit trou percé en son centre. À mesure que l'eau s'écoulait lentement à travers le trou, il se remplissait et coulait progressivement. Ce naufrage déclenchait une série complexe d'actions mécaniques qui indiquaient à la fois le temps et créaient des mouvements automatisés spectaculaires. Ce qui rendait la conception d'Al-Jazari révolutionnaire, c'est qu'il s'agissait de la première horloge dotée d'automates, qui réagissait après des intervalles de temps définis
essentiellement le premier robot au monde. Une figure humanoïde frappait une cymbale, un oiseau mécanique chantait, et diverses autres figures se déplaçaient en séquence, annonçant chaque intervalle de temps par le son et le mouvement. Plus impressionnant encore, c'était que la première horloge à eau capable d'enregistrer avec précision les heures temporelles, ces heures inégales qui changeaient de durée avec les saisons. Les heures de jour en été étaient plus longues que les heures de jour en hiver, et l'inverse était vrai pour la nuit. Pour qu'une horloge à eau marque avec précision ces périodes variables, il fallait une ingénierie sophistiquée. Al-Jazari y est parvenu grâce à un système à 2 réservoirs. Le réservoir supérieur était connecté au mécanisme d'indication du temps, tandis que le réservoir inférieur contenait un régulateur de débit ajusté quotidiennement pour correspondre aux longueurs de jour changeantes. Le symbolisme culturel révèle quelque chose de profond sur la vision du monde d'Al-Jazari. Il a explicitement conçu l'horloge pour représenter plusieurs civilisations. L'éléphant représentait les cultures indiennes et africaines. Les 2 dragons représentaient la culture chinoise. Le phénix représentait la culture perse. L'ouvrage hydraulique représentait la culture grecque. Et le turban représentait la culture islamique. À une époque où l'on pourrait s'attendre à un provincialisme culturel étroit, Al-Jazari a créé un instrument de mesure du temps célébrant la connaissance interconnectée de multiples civilisations, reconnaissant que la réussite scientifique transcendait toute culture unique. Les sources contemporaines et les historiens modernes s'accordent à dire que les horloges à eau islamiques sont restées inégalées en sophistication jusqu'au milieu du XIVe siècle. Elles représentaient l'instrument de mesure du temps à la pointe de la technologie jusqu'à la Renaissance. Lorsque les inventeurs européens ont commencé à développer des horloges mécaniques, ils apprenaient encore des innovations islamiques. Les trains d'engrenage, les mécanismes d'échappement, les concepts mêmes qui mèneraient à l'horlogerie mécanique devaient beaucoup à des siècles de raffinement de l'ingénierie islamique. Tandis que les ingénieurs islamiques perfectionnaient les horloges à eau et que les monastères européens les installaient dans des tours, un autre instrument de mesure du temps était largement utilisé. Un qui mesurait le temps non pas par le goutte à goutte de l'eau, mais par la cire consumée par la flamme. Les horloges à bougie, connues sous le nom de candela horaria, offraient une alternative simple et fiable, particulièrement adaptée aux petites communautés religieuses. La conception de base était simple. Une bougie marquée de lignes horizontales ou d'encoches indiquant des intervalles de temps. À mesure que la bougie brûlait vers le bas, elle fournissait une représentation visuelle des heures qui passaient. Des versions plus sophistiquées incorporaient des épingles métalliques insérées horizontalement dans la cire. À mesure que la bougie brûlait et que la cire fondait, ces épingles tombaient, cliquetant sur une plaque métallique en dessous et créant un bruit pour signaler les heures de prière. Pour un moine médiéval somnolent dans sa cellule, ce tintement métallique servait d'alarme. La plus célèbre horloge à bougie a été attribuée à Alfred le Grand, roi du Wessex, dont la vie s'est étendue de 849 à 899. L'histoire vient d'Acer, un moine gallois qui a vécu à la cour d'Alfred. Selon le récit d'Acer, Alfred a conçu un système de 6 bougies pour réguler ses activités quotidiennes. Chaque bougie était marquée à des intervalles d'1 pouce, faite de précisément 12 deniers de cire et mesurait 12 pouces de hauteur, environ 30 cm. Chaque bougie brûlait pendant exactement 4 heures, et ensemble, les 6 bougies marquaient une journée complète de 24 heures, permettant à Alfred d'allouer des parts égales à la gouvernance, à l'étude, à la prière et au repos. Le système faisait face à un problème important: le vent. Les bâtiments médiévaux étaient des endroits pleins de courants d'air. L'air circulant à travers les portes et les fenêtres faisait vaciller les flammes des bougies
et les faisait brûler de manière inégale, perturbant la mesure précise du temps. La solution d'Alfred a démontré une ingéniosité caractéristique. Il a placé les bougies à l'intérieur de lanternes faites de bois encadrées de cornes transparentes. Cela protégeait les flammes des courants d'air tout en laissant passer la lumière. Le boîtier de la lanterne en corne assurait une combustion constante quel que soit le mouvement de l'air, rendant l'instrument de mesure du temps fiable dans des conditions pratiques. La portée historique des horloges à bougies est remarquable. Alors que la combustion de bougies pour mesurer le temps était apparue en Asie dès 520 de notre ère, l'horloge à bougies d'Alfred est devenue l'exemple le plus célèbre de l'histoire européenne. Les horloges à bougies et à encens ont persisté pendant des siècles, certains exemples étant encore utilisés jusque dans les années 1920, dans des régions reculées. Les méthodes de mesure du temps médiévales n'ont pas simplement disparu lorsque les horloges mécaniques sont apparues. Elles ont continué à servir leurs objectifs partout où elles restaient pratiques et abordables. Les bougies mesuraient le temps par la consommation, l'eau par le flux, mais un autre dispositif consommable se révélerait particulièrement idéal pour l'environnement le plus difficile de la civilisation médiévale. La mer. Le sablier, avec sa silhouette emblématique de deux bulbes de verre reliés par un col étroit, semble si typiquement médiéval que nous pourrions supposer qu'il a existé tout au long de la période. La réalité est plus intéressante. L'origine est entourée d'affirmations contestées. Une légende persistante attribue son invention à un moine français du 8e siècle nommé Louis de Prande, mais aucune preuve contemporaine ne soutient cela. Les chercheurs modernes considèrent plus probable que le sablier ait été développé pour la première fois au 11e ou 12e siècle. Ce que nous savons avec certitude, c'est quand il est apparu pour la première fois dans des preuves documentées. Une fresque de 1338, peinte par Ambrogio Lorenzetti au Palazzo Pubblico de Sienne, en Italie. Cette fresque, intitulée « Allégorie du bon gouvernement », représente diverses vertus sous forme de figures personnifiées. L'une d'elles, représentant la tempérance, tient un sablier, le premier enregistrement visuel incontesté de l'appareil. Pour un usage maritime, la plus ancienne référence enregistrée apparaît vers 1345 dans un reçu de Thomas de Stetesham, clerc du navire La George du roi Édouard III. Les inventaires de navires de la fin du 14e siècle contiennent de plus en plus de preuves que les sabliers deviennent un équipement standard. Au début du 14e siècle, le sablier était devenu couramment utilisé en Italie, et de cette époque jusqu'à 1500, il s'est largement répandu dans toute l'Europe occidentale. Pourquoi le sablier a-t-il été adopté si rapidement en mer? La réponse réside dans les défis uniques de la mesure du temps en mer. Les horloges à eau, si fiables dans les tours des monastères, échouaient lamentablement à bord des navires. Le mouvement constant de balancement d'un navire sur les vagues faisait clapoter l'eau de manière imprévisible, rendant toute mesure précise impossible. Les horloges à bougies rencontraient des problèmes similaires. Le vent perturbait les flammes malgré les lanternes de protection, et le mouvement du navire rendait une combustion stable peu probable. Même les cadrans solaires, bien que techniquement utilisables en mer par temps clair, nécessitaient des ajustements complexes pour la latitude changeante et le mouvement constant du navire. Le sablier a résolu tous ces problèmes avec élégance. Ses bulbes de verre scellés empêchaient toute interférence externe avec le sable qui s'écoulait. Le ballottement des vagues n'affectait pas la précision du sable tombant à travers le col étroit. La gravité fonctionnait de la même manière que le navire tangue ou roule, fasse des lacets ou se soulève. Il n'y avait pas de déversement, pas d'évaporation, pas de gel dans les eaux nordiques. L'appareil était portable, assez durable pour une utilisation à bord, et ne nécessitait aucune expertise particulière pour fonctionner.
Un marin devait simplement retourner le verre lorsque le dernier grain était tombé et faire une marque sur un journal de bord ou une planche pour suivre combien d'intervalles s'étaient écoulés. Ce chronométrage maritime s'est avéré particulièrement crucial pendant l'âge des découvertes. La détermination de la longitude en mer nécessitait une mesure précise du temps, savoir exactement combien de temps on avait navigué vers l'est ou l'ouest à partir d'un point de référence. Bien que les sabliers seuls ne pussent résoudre le problème de la longitude avec une précision suffisante, ils représentaient le meilleur instrument de mesure du temps disponible à bord pendant des siècles. Les manuels de navigation des 15e et 16e siècles mentionnent fréquemment le sablier du navire, décrivant comment les marins maintenaient l'écart en utilisant des sabliers et criaient lorsque le verre devait être retourné. Pourtant, les sabliers avaient des limites importantes. Ils nécessitaient un retournement manuel, ce qui signifiait que quelqu'un devait s'en occuper constamment. Le sable pouvait s'agglomérer dans des conditions humides, affectant le débit. Le verre pouvait se briser en mer agitée ou pendant un combat. Plus important encore, les sabliers n'étaient pas pratiques pour mesurer de longues périodes. Un sablier de navire typique pouvait mesurer un intervalle d'une demi-heure ou d'une heure, nécessitant une attention fréquente et une tenue de registre minutieuse pour suivre des durées plus longues. Néanmoins, pour maintenir les rotations de quart, coordonner les activités du navire et faire des calculs de navigation approximatifs, le sablier a admirablement servi jusqu'au développement des chronomètres de marine au 18e siècle. L'apparition et l'adoption rapide du sablier au 14e siècle soulèvent des questions intrigantes sur l'innovation technologique dans le monde médiéval. Les techniques de soufflage du verre existaient depuis des siècles, et le sable comme milieu fluide était certainement connu. Pourquoi a-t-il fallu attendre les années 1300 pour que quelqu'un combine ces éléments en un sablier? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse avec certitude. Mais le moment suggère un lien avec le ferment technologique plus large du bas Moyen Âge. La même période qui a vu le développement des horloges mécaniques, les améliorations des instruments de navigation et l'augmentation du commerce maritime à longue distance qui a connecté l'Europe à des marchés lointains. Peut-être que le sablier est apparu à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là que le besoin de mesurer le temps à bord est devenu suffisamment aigu pour stimuler l'innovation, nous rappelant que le développement technologique répond souvent à des demandes pratiques plutôt que de suivre une progression inévitable. Tandis que ces dispositifs mesuraient les heures de diverses manières, le rythme de la vie médiévale était dicté par quelque chose de bien plus puissant. Le son des cloches des églises se répercutant à travers la campagne. Pour la grande majorité des Européens du Moyen Âge, la mesure du temps ne consistait pas à regarder un appareil. Elle consistait à écouter le paysage sonore de leur communauté. Le système des heures canoniales, marqué par les clochers de la péninsule ibérique à la Pologne, représentait la structure de mesure du temps la plus influente de la civilisation médiévale. Les 8 heures canoniales étaient bien définies au 9e siècle, marquant les divisions de la journée en termes d'heures de prière fixes. Ces heures portaient d'anciens noms romains. Les matines, les laudes, prime, tierces, sextes, nonnes, les vêpres et les complis. Au 14e siècle, l'horaire approximatif ressemblait à ceci. Les vigiles à 2 heures du matin, les matines à 3 heures du matin, les laudes à 5 heures du matin, prime à 6 heures du matin, tierces à 9 heures du matin, sexte à midi, nonnes à 3 heures de l'après-midi, les vêpres au coucher du soleil et les complis à 7 heures du soir. Ces heures variaient selon le lieu et la saison, mais la structure de base est restée remarquablement cohérente dans toute l'Europe chrétienne. Pour les moines eux-mêmes, cet horaire dominait chaque aspect de l'existence. Les monastères médiévaux divisaient chaque jour en 8 segments soigneusement planifiés, ponctués par la prière commune.
La règle de saint Benoît spécifiait que les moines devaient être toujours prêts et au signal donné qu'ils se lèvent sans délai. Ce n'était pas une vie de contemplation confortable. Le système était intentionnellement inconfortable. Privation chronique de sommeil due aux offices au cœur de la nuit, régime alimentaire restreint, vêtements simples, silence imposé. Chaque inconfort servait un but spirituel, démontrant l'engagement religieux par le sacrifice corporel. Pourtant, les heures canoniales n'étaient pas seulement une préoccupation monastique, elles façonnaient le temps pour des régions entières. Les cloches des églises sonnaient les heures canoniales, et à moins d'être en voyage, on était rarement hors de leur portée. Même si l'heure précise différait de village en village, les cloches régulaient la vie quotidienne de tous ceux qui pouvaient les entendre sonner à travers les champs et les forêts. Un paysan travaillant dans des champs à 2 miles d'une abbaye entendait la cloche de Thiers et savait que c'était le milieu de la matinée. Un artisan entendait sexte et savait que midi était arrivé. Le paysage sonore des cloches fournissait un cadre temporel partagé, créant une synchronisation communautaire sans exiger que quiconque possède un appareil de mesure du temps. Ce système avait de profondes implications pour la structure sociale. Ceux qui contrôlaient les cloches contrôlaient le temps lui-même. Les monastères et les églises, en déterminant quand les cloches sonnaient, déterminaient en fait quand les communautés organiseraient leur journée. La régulation du temps était un mécanisme de ce pouvoir, un pouvoir si tenu pour acquis que la plupart des gens du Moyen Âge n'y ont probablement jamais réfléchi consciemment. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est comment la mesure du temps basée sur le son est restée dominante, même après l'apparition d'alternatives visuelles. Les horloges mécaniques avec des cadrans ont commencé à apparaître au 14e siècle, mais pour la plupart des gens, elles étaient moins accessibles que les cloches. Il fallait être près de l'horloge pour voir ce qu'elle indiquait. Mais tout le monde pouvait entendre les cloches, parfois à des kilomètres de distance. Le son traversait les distances et pénétrait les bâtiments d'une manière que les affichages visuels ne pouvaient pas. Pour cette raison, les cloches des églises sont restées le principal marqueur temporel pour les Européens ordinaires bien avant dans la période moderne. Les cloches des églises vous disaient quand prier et organiser les activités communautaires, mais que faire si vous aviez besoin de savoir précisément où se trouvait le soleil ou les étoiles dans leur cours céleste. À ces fins, la civilisation médiévale possédait des instruments astronomiques de plus en plus sophistiqués qui combinaient la mesure du temps avec l'observation céleste, des appareils qui représentaient le summum intellectuel de la science médiévale. L'astrolabe est peut-être le plus célèbre de ces instruments. Cet appareil astronomique servait à la fois de carte du ciel et de modèle physique du ciel visible. Il fonctionnait comme un inclinomètre élaboré et un dispositif de calcul analogique capable de résoudre de nombreux problèmes d'astronomie. Dans le monde islamique, l'érudit du Xe siècle al-Soufi a décrit plus de 1000 utilisations différentes de l'astrolabe, couvrant l'astronomie, l'astrologie, la navigation, l'arpentage et la mesure du temps. Parmi ses fonctions les plus importantes figurait la recherche des heures de lever du soleil et du lever des étoiles fixes pour aider à programmer les prières du matin. En Europe médiévale, les astrolabes servaient diverses communautés. Les étudiants universitaires s'en servaient comme d'outils d'apprentissage essentiels. Les moines conservaient des astrolabes au sein des communautés monastiques, où ils aidaient à déterminer les heures de prière et à calculer les dates des fêtes religieuses mobiles comme Pâques. Les médecins utilisaient des astrolabes pour établir les horoscopes des patients. Les étudiants pouvaient calculer le lever et le coucher des planètes et des étoiles sans avoir besoin de sortir, faisant de l'astrolabe un laboratoire astronomique d'intérieur.
Les archives du Merton College d'Oxford, couvrant la période de 1320 à 1340, montrent des astrolabes évalués à 13 shillings et 4 pence et 10 shillings, parfois plus chers que des livres. Posséder un astrolabe signifiait un statut d'érudit, une sophistication mathématique et une richesse substantielle. Fait intéressant, malgré leur utilité théorique pour la navigation, il existe peu de preuves que les voyageurs médiévaux aient réellement emporté des astrolabes en voyage avant la fin du 15e siècle. La plupart semblent avoir été conservés dans des cabinets d'études à des fins savantes plutôt que pour la mesure pratique du temps sur le terrain. La contribution de Geoffrey Chaucer mérite une mention spéciale. En 1391, Chaucer a écrit son « Traité de l'astrolabe », fournissant des instructions détaillées en anglais vernaculaire plutôt qu'en latin. Cet ouvrage a démocratisé la connaissance astronomique, la rendant accessible à ceux qui n'avaient pas de formation universitaire. Le quadrant représentait un autre instrument astronomique crucial pour la mesure du temps. Conçu pour mesurer des angles jusqu'à 90 degrés, différentes versions pouvaient calculer la longitude, la latitude et l'heure de la journée. Le cadran à sinus, inventé par Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi au IXe siècle à la Maison de la Sagesse à Bagdad, illustrait les premières contributions islamiques à l'astronomie mathématique. Une avancée révolutionnaire est survenue au XIIIe siècle lorsque Jacob ben Machir ibn Tibbon a développé le Novus Quadrant, le nouveau quadrant, le premier quadrant sans pièces mobiles, ce qui signifiait qu'il pouvait être beaucoup plus petit et plus portable. La première utilisation documentée d'un quadrant en mer a eu lieu en 1461 par l'explorateur portugais Diogo Gomes. Pour la mesure du temps nocturne, les astronomes médiévaux utilisaient le nocturlabe, un appareil pour trouver l'heure en se basant sur les étoiles tournant autour de l'étoile polaire. En déterminant l'heure à partir de la position des 2 dernières étoiles de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire, un observateur qualifié pouvait connaître l'heure avec précision par nuit claire. Dans le monde islamique, la mesure du temps a acquis des structures institutionnelles supplémentaires. Le muwaqqit était un astronome de mosquée spécifiquement chargé de la mesure du temps et de la régulation des heures de prière. La fonction a été enregistrée pour la première fois à la fin du XIIIe siècle à la mosquée d'Amr ibn al-As au Caire. La profession a atteint son apogée au XIVe et XVe siècle, lorsque les grandes mosquées employaient d'éminents astronomes comme muwaqqits, qui écrivaient des traités sur l'astronomie et la mesure du temps. Ces instruments astronomiques représentaient la pointe de la science médiévale, incarnant des siècles de connaissances accumulées des traditions grecques, islamiques et européennes. Ils nous rappellent que la mesure du temps médiéval n'a jamais été un système unique, mais plutôt un riche écosystème de techniques, chacune adaptée à des objectifs, des classes sociales et des niveaux d'expertise différents. Nous avons exploré de nombreux dispositifs de mesure du temps, mais nous devons maintenant nous confronter au concept le plus étranger aux esprits modernes. Les heures médiévales elles-mêmes étaient fondamentalement différentes de nos heures. Le temps dans le monde médiéval changeait littéralement de durée avec les saisons, s'étendant et se contractant comme un être vivant. Le système des heures temporelles, également appelé heures saisonnières, heures bibliques ou heures anciennes, divisait à la fois le jour et la nuit en 12 sections chacun, quelle que soit la saison. La différence cruciale était que ces divisions créaient des périodes de durée inégales, car les jours sont plus longs en été qu'en hiver. La première heure temporelle du jour commençait toujours au lever du soleil, et la première heure temporelle de la nuit commençait toujours au coucher du soleil. Cela signifiait que la durée d'une heure variait en fonction à la fois de la saison
et de votre latitude. Les implications pratiques étaient spectaculaires. À Londres à Noël, une seule heure de jour ne durait que 40 minutes selon nos mesures modernes, tandis qu'une heure de nuit s'étendait à 80 minutes. Le jour de la Saint-Jean, le 24 juin, ces chiffres s'inversaient. Les heures de jour s'allongeaient, tandis que les heures de nuit se contractaient. Essentiellement, pendant une grande partie de la période médiévale, une heure de jour d'été pouvait être 2 fois plus longue qu'une heure de jour d'hiver. Chaque dispositif de mesure du temps que nous avons discuté devait tenir compte de ce système. Les cadrans solaires des églises médiévales ne marquaient pas des heures égales, ils marquaient des heures temporelles qui variaient tout au long de l'année. Vous vous souvenez de l'horloge éléphant d'Al-Jazari avec son système à 2 réservoirs. Ce mécanisme élaboré existait spécifiquement pour résoudre le problème des heures temporelles, permettant au débit de l'eau de changer quotidiennement pour correspondre à la durée inégale des jours. L'horloge astronomique de Richard de Wallingford, construite entre 1327 et 1336 à l'abbaye de St. Albans, donnait spécifiquement l'heure en heures égales et inégales, reconnaissant que différents contextes nécessitaient différents cadres temporels. Qui utilisait quel système en dit long sur la société médiévale. Le temps monastique et liturgique employait principalement les heures temporelles, liant l'observance religieuse directement au cycle naturel du jour et de la nuit. Le travail agricole suivait naturellement le lever et le coucher du soleil de toute façon, donc les paysans vivaient selon les heures temporelles, qu'ils y pensent consciemment ou non. Le commerce urbain, cependant, a commencé à avoir besoin d'heures normalisées. Les marchands faisant des affaires avec des partenaires dans des villes lointaines trouvaient les heures temporelles peu pratiques. Cette tension entre le temps religieux et le temps commercial a créé des conflits. Un chef franciscain du 14e siècle s'est prononcé contre les marchands vendant le temps par le biais de frais d'intérêt, reflétant la résistance religieuse à la commercialisation du temps. La notion que le temps pouvait être acheté et vendu entrait en conflit avec la compréhension théologique que le temps appartenait à Dieu seul. Les heures égales, abstraites, mécaniques, divorcées des cycles naturels, représentaient non seulement une manière différente de mesurer le temps, mais une philosophie différente sur ce qu'était le temps et qui le contrôlait. La transition des heures temporelles aux heures égales s'est produite progressivement à la fin du Moyen Âge. Les horloges mécaniques, qui sont apparues pour la première fois vers 1300 et se sont largement répandues en Europe à la fin du 14e et au début du 15e siècle, ont favorisé l'adoption des heures de durée égale. À mesure que les horloges mécaniques devenaient de plus en plus courantes dans les villes européennes, le système des heures égales s'est répandu avec elles, déplaçant lentement les heures temporelles qui avaient structuré le temps chrétien pendant plus d'un millénaire. Cela soulève une question profonde. Quel système est le plus naturel? Nous, les modernes, supposons que les heures égales sont évidemment correctes. Pourtant, d'un autre point de vue, les heures temporelles ont un sens parfait. Les humains ont toujours vécu le jour et la nuit comme la division temporelle fondamentale. Diviser chacun en 12 parties égales maintient une proportion constante tout au long de l'année. Vous savez que la 6e heure temporelle marque toujours midi. Le soleil est à son point le plus haut. Avec les heures égales, midi se déplace par rapport à la position du soleil en fonction de la saison et de la longitude. Qu'est-ce qui est vraiment plus naturel? Des heures qui maintiennent une relation constante avec le soleil ou des heures qui maintiennent une durée absolue constante? Les gens du Moyen Âge n'étaient pas primitifs d'utiliser les heures temporelles. Ils employaient un système logique adapté à leurs besoins réels. Lorsque les horloges mécaniques et les pressions commerciales ont finalement remplacé les heures temporelles, l'humanité a gagné en précision et en synchronisation,
mais a aussi perdu quelque chose. Ce lien direct entre le temps mesuré et les phénomènes naturels du lever et du coucher du soleil. Au-delà de ces systèmes formels et de ces dispositifs technologiques, les gens du Moyen Âge se fiaient largement aux propres horloges de la nature, des signaux fiables du monde naturel qui ne nécessitaient aucune construction, aucun entretien, aucune dépense. Pour la grande majorité des Européens du Moyen Âge qui n'ont jamais possédé d'astrolabe ni consulté d'horloge à eau, ces horloges naturelles structuraient les rythmes quotidiens et saisonniers. Les coqs chantaient de manière fiable à l'aube, des fermes européennes aux villages africains servant de réveil naturel. Geoffrey Chaucer, dans ses contes de Canterbury, décrit un coq nommé Chanteclair, dont le chant était « plus régulier qu'une horloge ou un horloge d'abbaye ». Chaucer écrivait à la fin du XIVe siècle, lorsque les horloges mécaniques existaient, pourtant il suggère que les coqs étaient parfois plus fiables que les premières horloges mécaniques. Les gens vivant près de l'eau ont développé une connaissance intime des rythmes des marées. Les marées hautes et basses se produisent environ toutes les 6 heures, créant un schéma prévisible que les pêcheurs expérimentés de la Norvège à la Nouvelle-Zélande pouvaient utiliser pour déterminer l'heure approximative. La connaissance des marées était suffisamment importante pour que Richard de Wallingford l'incorpore dans son horloge astronomique construite dans les années 1320, qui indiquait les marées hautes et basses au pont de Londres. Cette intégration révèle comment les scientifiques médiévaux ne voyaient pas les approches naturelles et mécaniques comme opposées, mais comme complémentaires. Les cycles agricoles fournissaient la structure temporelle la plus fondamentale pour la majorité des gens du Moyen Âge. Le calendrier agricole médiéval était dicté par les conditions météorologiques et les exigences saisonnières. La vie n'était pas définie par les heures, mais par les saisons et les tâches agricoles particulières. De nombreux ruraux anglais du Moyen Âge considéraient que la nouvelle année commençait à la fête de l'Annonciation, le 25 mars, qui marquait le moment où le travail commençait sérieusement après l'accalmie relative de l'hiver. Février et juillet amenaient les saisons de labour. Juin exigeait la récolte du foin, tandis que août et septembre amenaient la récolte du blé. L'événement principal est la période la plus chargée. La vie de chaque agriculteur était inextricablement liée à la météo et aux saisons, mesurée non pas en incréments mécaniques, mais en germination et croissance, en semis et en récolte. Cela révèle quelque chose de crucial sur la mesure du temps au Moyen Âge. La précision dépendait du contexte. Un monastère avait besoin de connaître les heures canoniales avec une précision raisonnable, car la prière simultanée à travers la chrétienté avait une importance spirituelle. Un marchand avait besoin d'estimer le temps de trajet entre les marchés. Un agriculteur avait besoin de savoir à peu près quand planter en se basant sur les signes saisonniers. Mais aucune de ces activités ne nécessitait de connaître la minute exacte. Les horloges naturelles fournissaient des informations suffisantes pour les décisions réelles que les gens devaient prendre. Notre voyage à travers la mesure du temps médiéval nous a mené des gravures grossières sur les murs des églises aux instruments astronomiques sophistiqués, de l'eau s'écoulant à travers les horloges éléphants islamiques aux bougies brûlant dans les lanternes anglo-saxonnes, du sable tombant dans les sabliers des navires aux cloches se répercutant à travers la campagne. Nous avons découvert que les gens du Moyen Âge employaient au moins 10 méthodes distinctes pour suivre le temps, chacune adaptée à des objectifs, des classes sociales et des circonstances pratiques différents. Loin de vivre dans une ignorance confuse du temps, la civilisation médiévale a développé un écosystème diversifié et sophistiqué de stratégies de mesure du temps adaptées à des besoins réels. Ce qui ressort le plus clairement, c'est que le temps médiéval était fondamentalement différent du temps moderne,
d'une manière qui va bien au-delà de la présence ou de l'absence d'horloge mécanique. Le temps médiéval était flexible plutôt que normalisé, variant selon la saison, le lieu et l'objectif. Il était communautaire plutôt qu'individuel, organisé autour d'expériences partagées comme les cloches des églises plutôt que d'instruments de mesure personnels. Il était lié aux phénomènes naturels, le lever et le coucher du soleil, la rotation des étoiles, le changement des saisons, plutôt qu'abstrait en unités mathématiques égales. Les heures médiévales changeaient littéralement de durée tout au long de l'année. Le temps était qualitatif et basé sur les événements, tissé dans le tissu de l'observance religieuse et des rythmes agricoles, plutôt que quantitatif et abstrait. L'ingéniosité déployée à travers ces 10 méthodes remet en question la mythologie persistante de l'âge sombre, comme une période de stagnation intellectuelle. Les ingénieurs islamiques ont créé des horloges à eau dont la sophistication ne serait pas surpassée avant des siècles, incorporant l'automatisation et des mécanismes à débit variable. Les moines anglais ont inventé la navicula, un cadran solaire portable réglable en latitude et en saison. Les artisans européens ont développé des sabliers qui ont résolu le défi unique de la mesure du temps en mer. Ce n'étaient pas des expériences primitives. C'étaient des technologies sophistiquées qui fonctionnaient de manière fiable à des fins spécifiques. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous pouvons voir à la fois ce qui a été gagné et ce qui a été perdu dans la transition du temps médiéval au temps mécanique. Nous avons gagné en précision, en normalisation et en capacité de coordonner des activités sur de vastes distances. Pourtant, nous avons aussi perdu quelque chose. Ce lien direct entre le temps et les cycles naturels. Cette flexibilité qui reconnaissait la relation du temps avec le soleil et les saisons. Cette autonomie locale où chaque communauté déterminait son propre rythme temporel. Les gens du Moyen Âge vivaient le temps comme quelque chose d'organique, de respirant, de vivant, quelque chose qui découlait de Dieu et de la nature plutôt que d'être imposé par des machines. Lorsque nous regardons cette histoire avec les yeux d'aujourd'hui, nous pourrions nous poser des questions dérangeantes sur notre propre relation avec le temps. Nous portons des instruments de mesure du temps bien plus précis que n'importe quel appareil médiéval, et pourtant nous nous plaignons constamment de ne pas avoir assez de temps. Nous pouvons coordonner nos emplois du temps avec des gens à l'autre bout du monde, et pourtant nous nous sentons de plus en plus pressés et contrôlés par le temps. Les gens du Moyen Âge, avec leurs heures approximatives et variables, ont peut-être vécu le temps de manière plus humaine que nous avec notre précision numérique. Peut-être y a-t-il une sagesse dans l'approche médiévale, utiliser le niveau de précision temporelle réellement nécessaire pour une tâche plutôt que de rechercher la précision pour elle-même, organiser le temps autour des phénomènes naturels plutôt que de grilles numériques abstraites. Ces méthodes de mesure du temps médiéval n'ont pas disparu du jour au lendemain lorsque les horloges mécaniques sont apparues. Elles ont coexisté pendant des siècles, et certaines ont persisté jusqu'à l'ère moderne. Cette coexistence nous rappelle que le changement technologique dans les sociétés humaines est progressif et stratifié, plutôt que soudain et complet. Le monde médiéval n'a pas abandonné ses méthodes de mesure du temps lorsque les horloges mécaniques sont arrivées. Il a incorporé la nouvelle technologie dans un écosystème existant. Les innovations islamiques que nous avons explorées, en particulier la remarquable horloge éléphant d'Al-Jazari, nous rappellent que la science médiévale n'a jamais été purement européenne. La technologie de mesure du temps la plus sophistiquée entre la chute de Rome et la Renaissance a prospéré dans la civilisation islamique, où les exigences religieuses pour des heures de prière précises ont stimulé l'observation astronomique et l'innovation mécanique. L'incorporation délibérée par l'horloge éléphant de symboles des cultures indiennes, chinoises, perses, grecques et islamiques incarne une vision du monde scientifique cosmopolite
qui reconnaissait la connaissance comme l'héritage partagé de l'humanité. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les méthodes ingénieuses de mesure du temps du monde médiéval. J'espère que vous avez découvert que les gens du Moyen Âge étaient bien plus sophistiqués et inventifs que nous ne leur en donnons souvent le crédit. Du plus simple cadran à graphite sur une église de village aux instruments astronomiques complexes utilisés par les érudits, la civilisation médiévale a développé diverses solutions au défi de suivre le temps. Ces méthodes n'étaient pas des échecs primitifs attendant que les horloges mécaniques sauvent l'humanité de la confusion temporelle. C'étaient des technologies sophistiquées qui ont fonctionné de manière fiable pendant des siècles, façonnées par la dévotion religieuse, la connaissance astronomique, les exigences maritimes et les nécessités agricoles. L'approche médiévale du temps, flexible, communautaire, liée à la nature, offre une vision alternative de la manière dont les humains pourraient se rapporter au passage du temps, une vision qui remet en question nos hypothèses modernes sur la supériorité de la précision mécanique. Si vous avez apprécié cette exploration de la mesure du temps médiévale, je serais ravi que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez pour plus de plongées en profondeur dans les réalités fascinantes de la vie médiévale. Partagez-la avec toute personne intéressée par l'histoire, la science ou la manière dont les gens du passé résolvaient les problèmes avec une créativité remarquable. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 10 méthodes vous a le plus surpris, ou si vous pensez que nous avons plus gagné ou perdu dans notre transition du temps médiéval au temps moderne. Jusqu'à la prochaine exploration, que vos propres heures, qu'elles soient égales ou temporelles, soient bien employées.